Donc aujourd'hui, l'objectif de cette session, donc sachez que tout d'abord, la semaine dernière, nous avons organisé une session d'information pour fournir plus d'informations sur les greens et aussi l'appel à projet. On a partagé pas mal des informations sur l'origine, l'histoire du green et aussi l'enregistrement est disponible sur notre chaîne YouTube en français, anglais et aussi en espagnol, dont je vais vous partager aussi aujourd'hui. Comme ça vous permettra toutefois de bénéficier des informations précédentes et ça pourra aussi vous aider à avoir une idée de se mettre à jour. Donc, beaucoup d'entre vous aujourd'hui organisent d'excellentes activités au sein de vos communautés. Et aussi à travers le questionnaire que nous avions envoyé la fois dernière donc, aux personnes réfugiées. Donc, vous avez énuméré aussi, parlé le fait, par exemple, aussi, vous avez mentionné les désirs d'acquérir des compétences en gestion de projet et de développer aussi plus davantage des capacités afin de diriger votre organisation. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons répondu à cette demande de votre part. Donc, le but de la session d'aujourd'hui est de vous aider à développer certaines des compétences en conception de projet et de vous aider à postuler pour le financement que euh, nous avons partagé pour l'appel à projet. Donc, l'étape 1 de notre session d'aujourd'hui, c'est la conception, pardon, c'est l'évaluation du projet. L'étape D, c'est la conception du projet. Et l'étape 3, c'est tout d'abord remplir le formulaire de la demande de financement de projet Green. Et aussi, ça vous permettra aussi d'expliquer vos idées dans un document de projet, étude des cas. Par exemple, nous aurons aussi l'opportunité de voir l'étude des cas du projet d'Avision qui est dirigé par ma collègue Farida. Donc, n'oubliez pas aussi à nouveau de vous mettre en mute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mentionner dans les chats. Donc, apprenez tous les uns des autres et amusons-nous. Donc, aujourd'hui, c'est juste un moment de partage et aussi, voilà, de donner ce qu'on a et aussi de recevoir des autres, à avoir votre feedback. Donc, on va passer au next slide. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais juste récapituler un peu ce que c'est les Green et qui nous sommes. Donc, Green est un réseau indépendant dirigé par des jeunes qui aident les jeunes réfugiés à développer leurs capacités, à s'autonomiser, à s'entraider et à mener des initiatives pour répondre aux besoins de leur communauté et à plaider au niveau local, national, régional et mondial pour le changement qu'ils jugent important. Donc aujourd'hui, tout changement que les jeunes jugent important au sein de leur communauté, que ce soit sur le plan éducatif, santé et autres, aujourd'hui, nous travaillons et ça fait partie de nos objectifs et nous serons aussi capables de répondre à ces questions-là. Donc, on va passer au slide suivant. Next slide. Donc, j'aimerais vous présenter un peu l'équipe du Green. Donc, l'équipe aujourd'hui de la direction du Green comprend Simon, qui est le coordinateur qui s'en charge uniquement de plaidoyer. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer Laura, qui est notre coordinatrice de la communication. Il y a Farida, notre coordinatrice, qui est spécialisée sur tout ce qui est genre et diversité. Et vous aurez Foni aussi, ça c'est notre coordinatrice générale. Il y a Kate, c'est notre mentor, elle travaille aussi au sein de Women Refugee Commission. Et moi-même, je suis coordinateur qui est en charge des renforcements de capacité au sein du Green. Next slide. Donc, Green a lancé aujourd'hui un appel à proposition de projet qui est axé sur les soutiens aux actions entreprises par les groupes de jeunes réfugiés, les organisations et les initiatives dans leur communauté. Donc, il s'agit d'aider les leaders des réfugiés à renforcer leur travail en leur fournissant un soutien financier
un renforcement des capacités et aussi un soutien en matière de plaidoyer. Donc, vous avez aujourd'hui, vous avez la possibilité de demander un fonds de 500, allant de 500 jusqu'à 5000 dollars. Et vous pouvez postuler en fonction de vos projets respectifs et en fonction des besoins de vos communautés. Et d'ailleurs, même, je vais profiter un peu de l'occasion pour partager avec vous quelques liens pour ceux qui n'ont pas encore reçu les liens qui leur permettent toutefois de postuler. C'est déjà partagé, il y a déjà des liens qui sont partagés. Vous pouvez toutefois avoir les documents pour postuler et avoir aussi la possibilité d'avoir des informations qui vous permettent de faciliter un peu le fait que vous aurez la possibilité de soumettre votre document. Donc, cet appel à projet, juste pour votre information, est valable jusqu'au 31 août. Donc, après le 31 août, vous n'aurez plus la possibilité de postuler à ces projets, raison pour laquelle c'est important aujourd'hui, si vous êtes jeune, ou bien si vous connaissez un groupe de jeunes qui peuvent être postulés, n'hésitez surtout pas à partager ces éléments-là avec eux. Et comme ça, vous aurez aussi un impact aujourd'hui au sein de vos communautés. Next. Donc, nous attendons beaucoup tout d'abord, je tiens à vous informer, nous attendons aussi beaucoup de candidatures et aussi nous étudierons avec soin afin d'évaluer l'idée de vos projets. Nous avons besoin aussi de vous, expliquer très clairement, y compris quels sont les coûts estimés, par exemple. Donc, l'appel à proposition que nous avons partagé comprend des divers liens aujourd'hui, que vous allez constater dans les chats. Donc, il y a l'appel à proposition. Le formulaire, tout d'abord, vous aurez le formulaire des demandes. Donc, c'est un formulaire avec plusieurs questions. Des fois, des questions à choix, soit oui, soit non. Des fois, ça nécessite essentiellement d'analyse, des commentaires en fonction de vos besoins. Donc, vous devez aujourd'hui remplir entièrement et afin que votre projet soit considéré pour un financement. Donc, le deuxième point, donc, on a le modèle de projet Green, donc, qui comprend un format de budget simple. Le modèle de projet est un format qui peut vous aider à organiser vos idées, mais c'est un outil aussi qui peut vous aider à aussi organiser vos pensées et vous pouvez aussi le soumettre si vous le souhaitez. Et juste pour vous dire, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le soumettre à votre façon, mais le mieux, c'est de le soumettre aussi. C'est important parce que ça pourra toutefois vous donner un peu plus de résumés en fonction de ce que vous avez en termes des idées. Donc, un budget dans le Google Sheet aussi, Excel, un peu plus détaillé et comprenant des formules qui se calculeront automatiquement. Donc, le formulaire, le document qu'on vous a partagé, si vous utilisez par exemple sur votre téléphone, ça sera difficile pour que vous aurez des informations exactes, mais si vous utilisez sur un PC, donc vous aurez la possibilité de remplir les informations et vous donner qui vous calcule automatiquement le coût, combien, effectivement, vous donne automatiquement des informations, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous avons besoin que vous soumettiez un budget qui explique le coût estimé. Donc l'objectif aujourd'hui, vous pouvez estimer, vous pouvez postuler pour un montant estimé, combien ça va vous coûter et quelles sont les activités que vous avez planifiées de le faire. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser l'un de ces modèles ou votre propre format, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Et nous vous fournirons aussi des conseils, des pratiques sur la façon de remplir la demande. Donc, par exemple, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui permet aujourd'hui uniquement de partager ces éléments-là avec vous au cas où, pour certaines, voilà, si vous n'avez pas de, si vous avez par exemple des questions importantes, vous pouvez toutefois les poser dans les chats ou bien attendre jusqu'à la fin de la session. Et aussi, nous parlerons également du concept de gestion de projet et aussi quelques outils qui peuvent aussi vous aider à planifier. Donc, ce sont les éléments que nous avions partagés avec vous, les trois éléments que vous avez actuellement, ce sont les photos donc, de ces trois éléments et vous avez aussi ces éléments qui sont partagés dans le groupe WhatsApp ou bien aussi dans les chats actuellement. Donc, on va passer à next slide.
Donc ici, l'objectif ici, c'est de concevoir et gérer un projet. Aujourd'hui, pour concevoir et gérer un projet de façon correcte, il vous faut des étapes, d'accord, des différentes étapes que vous devez suivre pour exécuter, voilà, et gérer votre projet. Donc, de différentes manières. Par exemple, il y a d'autres organisations qui utilisent d'autres façons, mais ça, c'est universel, les informations qu'on va vous communiquer. Donc, comme vous avez, comme on a parlé tout à l'heure, l'étape 1, c'est l'évaluation et l'analyse et comprendre le contexte de problème et la vulnérabilité de votre communauté. Donc, c'est important aujourd'hui de comprendre le problème auquel vos communautés sont confrontées. Le deuxième point, c'est sur la conception du projet. Donc, décrire, par exemple, aujourd'hui ici, décrire la solution ou l'objectif du projet. Donc, vous devez aussi planifier les activités et être clair sur le résultat que vous souhaiterez atteindre. Donc, le troisième point, c'est pour la mise en œuvre, c'est-à-dire mettre en œuvre les activités et surveiller, ou bien vous devez aussi suivre le progrès de vos activités. Donc, le quatrième étape que nous allons aborder, c'est toujours en rapport avec, il faut examiner aussi comment va se dérouler la mise en œuvre de votre projet. Vous devez aussi documenter les enregistrements tirés de vos expériences et rendre aussi compte des enregistrements tirés et des dépenses. Donc, vous devez aussi rendre compte sur comment le projet s'est déroulé afin que le bailleur de fonds et aussi également la communauté pour qu'elle rende compte aussi. Donc, c'est important de mettre aussi au clair. C'est juste une question de transparence sur ces côtés-là. Next. Donc, aujourd'hui, nous allons, voilà, tout d'abord, nous allons avoir de vos nouvelles. Donc, avez-vous, si vous avez une expérience positive, ou une leçon apprise ou une question sur la conception du projet que vous pourrez partager. Vous pouvez toutefois lever vos mains, vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez poser votre question sur le chat si c'est possible, vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez des questions? Donc ici, l'objectif, c'est juste au fait pourquoi cette question a été posée, parce que nous allons concentrer sur deux premières étapes, par exemple la conception du projet, mais aussi tout d'abord, nous voulons aussi entendre ce que vous savez, par exemple, en termes d'expérience sur la conception de projet. Donc, des questions comme ça, on pourra toutefois prendre des personnes qui souhaitent parler. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Et sachez, l'objectif, c'est de partager. Nous aussi, nous pouvons apprendre les uns des autres. Vous pouvez toutefois, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, on est tous une équipe, on est tous des jeunes et on pourra toutefois partager. Je sais que certains d'entre vous aussi ont beaucoup plus d'expérience qui peuvent aussi partager avec nous et ça pourra aussi nous rendre utiles. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va Bonjour. passer à... Oui, bonjour. Bon, en fait, moi, c'est Sadek Agbaya. Je suis un réfugié malien en Mauritanie. Ça fait 10 ans que je suis en Mauritanie. Donc, j'aimerais savoir si, c'est-à-dire les projets que nous allons vous proposer, c'est-à-dire proposer aux bailleurs des fonds, sont des projets à long terme ou ce sont des projets à short terme. Yeah, I want to know, like, j'aimerais savoir les types de projets que vous êtes prêts à financer.
En fait, l'objectif ici, parce que au niveau de projet, c'est un projet actuellement qui est basé sur 3 mois, juste pour préciser sur ces points-là. Par la suite, vous aurez aussi, c'est des projets qui, si vous avez assisté normalement à la session précédente, vous allez constater comme quoi on n'a pas spécifié prendre telle ou telle chose, mais ça dépend au niveau de vos communautés, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés. Et selon vous, en termes de, si on vous dit aujourd'hui, je sais que certaines communautés ont plus voilà, vous avez plusieurs défis sur le plan éducatif, sur le plan de santé, sur le plan des protections. Selon vous, qu'est-ce qui est adapté, qui peut résoudre ces problèmes-là au sein de votre communauté? Donc, vous allez postuler en fonction de vos besoins et nous, on va répondre en fonction de ce que vous soumettez en termes de défis au sein de votre communauté. Ok, merci beaucoup. J'ai bien compris. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon pour le moment. Parfait. Donc, on va passer au slide suivant. Next. Donc, on va voir ici l'évaluation du projet. Donc, tout d'abord, l'évaluation pour nous est une étape très importante. Et sachez que le but de l'évaluation est d'analyser et aussi de comprendre la communauté. Par exemple, le problème spécifique sur lequel vous vous êtes concentré et la vulnérabilité au sein de votre communauté. Donc, une fois que vous avez cette compréhension claire, il sera plus facile pour vous aujourd'hui de décrire le contexte communautaire et d'expliquer aussi un problème spécifique dans une demande de projet pour montrer aux bailleurs de fonds que vous comprenez le problème et aussi afin qu'ils puissent comprendre aussi ce que vous proposez et pourquoi c'est important. Donc, nous allons voir pourquoi c'est important. Donc, une évaluation est également importante car aujourd'hui, l'objectif, c'est de renseigner aussi les activités. Je sais qu'aujourd'hui, au sein de vos communautés, il y a plusieurs défis. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, vous devez organiser des activités. Donc, une fois les activités sont organisées, sont planifiées, donc, vous devez aussi envisager à mettre en œuvre des activités. Donc, une fois les activités mises en œuvre aujourd'hui, vous devez aussi adapter ces activités-là en fonction des besoins de votre communauté. Donc, si aujourd'hui, je prends juste un exemple, donc si aujourd'hui vous constatez comme quoi il y a trop de racisme, il y a trop de xénophobie, les activités que vous allez organiser, c'est des activités qui vont faire en sorte que d'organiser des ateliers de sensibilisation, par exemple des activités sportives telles que le foot hein, ou le basket ou autres, en fonction de ce que vous avez constaté, de ce que vos communautés partagent avec vous. Et c'est important de prendre l'avis de vos communautés et aussi c'est important de comprendre le problème auquel les communautés sont affectées. Donc aujourd'hui, avec une sensibilité aussi aux différents aspects. À aussi, il faut prendre les côtés diversité si vous organisez vos activités. Il faut prendre aussi en compte le côté genre diversité et aussi, par exemple, l'origine ethnique ou bien les personnes aussi qui ont des handicaps. Il va falloir les inclure aussi dans vos activités. Donc là, aujourd'hui, nous allons découvrir quelques outils que vous pouvez aussi utiliser avec vos groupes. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, en premier lieu, on a la cartographie de la communauté, donc comprendre et décrire la communauté. Donc, le deuxième point, c'est analyser déjà l'arbre à problème. Et le troisième point, c'est basé sur l'évaluation de la vulnérabilité. Donc, ça, ce sont les étapes importantes que euh, euh, vous devez vous focaliser pour évaluer un peu et comprendre le besoin de vos communautés. Next. Donc, sachez qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous en savez aussi probablement déjà beaucoup sur vos communautés.
Et maintenant, votre travail aussi consiste à rassembler les informations. Donc ici, l'objectif ici, de rassembler les informations et des informations, par exemple, dont vous disposez aussi à combler certaines lacunes et à décrire aussi votre communauté afin que d'autres personnes puissent aussi comprendre la situation de votre communauté. Donc, certes, vous êtes par exemple au Mali ou bien au Sénégal, donc seul, si vous êtes sur place, vous devez être en mesure de décrire un peu la situation de vos communautés. Donc, notre premier outil est aussi la cartographie communautaire. C'est juste une façon de parler des questions de groupe. Donc, ça peut être aussi utile. Aujourd'hui, c'est de dessiner une carte de la communauté pour montrer où vivent, par exemple, les différents groupes, où se trouvent les services. Donc, c'est important de savoir, par exemple, dans un pays où vivent vos communautés de réfugiés et aussi quels sont les services auxquels ils peuvent aussi bénéficier ou accéder. Aussi, vous devez décrire aussi le type de vos communautés. Est-ce que vos communautés aujourd'hui, ils sont accessibles ou bien ils sont loin ou bien ils sont dans une zone urbaine pour certains qui habitent dans les grandes villes, ou bien ils sont dans des camps de réfugiés, ou bien ils sont aussi dans des villages ou des campements ruraux. Après, vous avez aussi quelle est la population de ces personnes-là qui vivent, par exemple, au sein de votre communauté. Qui sont-elles? Est-ce que, par exemple, c'est des réfugiés? Est-ce que c'est des communautés d'accueil? Est-ce que aussi on vous pose des questions? Vous pouvez aussi poser des questions pour savoir est-ce que c'est des groupes ethniques, des hommes, des femmes, des filles, des garçons et des enfants et autres. Donc là, c'est important de savoir, comme ça vous permettra toutefois aujourd'hui euh, de connaître aussi les différents pays d'origine de ces personnes-là. Donc après, c'est important aussi de connaître, vous avez en termes d'hommes, c'est-à-dire d'hommes, combien de jeunes, combien d'enfants, voilà, les personnes âgées, est-ce qu'ils vivent ou pas, est-ce qu'ils sont au nombre de combien. Donc voilà, vous n'avez pas aussi besoin de documenter, excusez-moi, tous les détails, mais il est très utile de recueillir des informations, puis de partager les informations aujourd'hui le plus pertinentes. Donc c'est important de décrire lorsque vous êtes sur le terrain, vous serez amené à décrire plus des informations et de recueillir plus des informations, mais vous devez aussi savoir les sélectionner, prendre les informations qui sont aujourd'hui utiles qui peut aussi vous servir à travailler et d'autres informations aussi qui ne peuvent pas aussi vous servir à 100%, vous pouvez aussi ne pas le prendre. Et aussi, vous devez aussi savoir quels sont les défis généraux ou les forces de vos communautés, euh, quel est le degré, le niveau de leur pauvreté. Est-ce qu'il y a-t-il une bonne ou une mauvaise connectivité Internet? Vous devez aussi le savoir parce que dans certaines zones, c'est difficile d'accéder à Internet. Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Et comment se passe l'accès aux emplois? Est-ce que c'est facile de décrocher un emploi ou bien c'est difficile ou bien quasiment, est-ce que les emplois n'existent pas? Est-ce qu'il y a des conflits toujours? Vous serez aussi amené à savoir est-ce que là où vos communautés vivent, est-ce qu'il y a des conflits ou pas? Est-ce qu'il y a une bonne coopération entre les différents groupes ethniques religieux? Est-ce que la population habite de façon avec plus de coexistence? Est-ce qu'on accepte l'autre ou pas? Donc, vous serez aussi en mesure de détecter tous ces points-là. Donc, après, l'objectif ici, c'est tous ces éléments-là vous permet aujourd'hui de savoir aussi est-ce que l'éducation, l'accès, c'est facile? Est-ce que l'accès à la santé, c'est facile? Est-ce que l'accès aux moyens de subsistance aussi sont faciles? Vous devez aussi discuter de toutes les questions aujourd'hui que vous jugez aussi importantes. Et aussi, vous pouvez aussi prendre des notes et cartographier tous ces éléments-là. Donc, on va passer au slide suivant. Next. Donc, aujourd'hui, ici, on va voir analyser l'arbre à problème. Donc, quels sont les défis auxquels les jeunes réfugiés sont confrontés? Par exemple, vous devez dresser une liste, d'accord?
Donc, les jeunes réfugiés, par exemple, n'ont pas accès à une éducation. Ça aussi, ça fait partie de problématiques et voilà, que vous devez identifier. Par exemple, par exemple, pour les défis, vous pouvez lister tous les défis auxquels vos communautés sont confrontées. Donc, le troisième point, vous devez aussi discuter des causes qui mènent à ces problèmes centraux. Vous devez les inscrire sur les racines des larves. Par exemple, vous avez une manque de sûreté et de sécurité. Par exemple, vous devez aussi, par exemple, pour certains, le mariage précoce, la grossesse précoce. Par exemple, aussi, vous aurez le barrière linguistique pour les personnes, par exemple, francophones qui habitent dans des pays anglophones ou bien des anglophones qui habitent dans des pays francophones ou bien aussi d'autres communautés qui n'arrivent pas à parler la langue utilisée au niveau, soit dans les camps, soit dans le milieu urbain ou bien au niveau national. Vous devez aussi mentionner cela aussi. Euh, pour certaines qui ont des difficultés, par exemple, à payer des frais de scolarité, par exemple, le manque de matériel scolaire, par exemple, tout ce qui est croyances culturelles, discrimination qu'on avait évoqué tout à l'heure, des difficultés avec, par exemple, pour certains, ils ont des difficultés à obtenir des cartes de séjour dans certains pays ou bien des documents de voyage. Donc, ça, c'est des problèmes réels aujourd'hui que tous les réfugiés, presque beaucoup de réfugiés qui rencontrent ce genre de problèmes, vous devez aussi amener à identifier ces genres de problèmes et à lister ces problèmes-là. Par exemple, nous avons aussi dans certains pays, les jeunes sont aussi dans la consommation d'alcool ou bien de la drogue. Ça aussi, c'est des fléaux, c'est des problèmes à résoudre. Par exemple, il y a dans certains pays, les taux de criminalité aussi est élevé et il y a aussi les abus sexuels. Il y a aussi, vous aurez aussi dans certains pays la vulnérabilité à la violence et à l'exploitation sexuelle. Donc ça, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, donc vous devez aussi réfléchir à votre analyse et formuler une description du problème. Donc ça, c'est important de le faire. Donc ici, vous devez, si c'est possible, hein, donc d'après ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, si c'est possible, de d'écrire un bref énoncé du problème qui explique en deux phrases le problème. Par exemple, le problème, ses causes et ses impacts sur le jeune réfugié et d'autres dans votre communauté. Donc, si vous pouvez décrire ça en deux phrases dans les chats en fonction de chaque pays et en fonction de chaque communauté. Donc, c'est important de les décrire. Donc, après, on va passer au slide suivant. Donc, ici, on va parler un peu de l'évaluation de vulnérabilité. Donc, le but ici d'une vulnérabilité, excusez-moi, est de prendre le temps de réfléchir à la façon dont certaines personnes sont confrontées à des défis supplémentaires ou bien spécifiques en raison de leur âge, de leur sexe ou d'un autre aspect de la diversité, comme un handicap, une orientation sexuelle ou bien un groupe ethnique, les LGBTQ+, ou un enfant, une enfant mère, par exemple, il y a des mineurs aussi qui naissent. Après, aussi, ces personnes-là sont confrontées à des risques ou voilà, des survivantes à des violences basées sur le genre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de défis supplémentaires qui peuvent rendre plus difficile pour ces personnes-là de faire face aussi d'accéder aux services, par exemple, ou de se sentir inclus. Donc, ils peuvent être confrontés, par exemple, à des discriminations ou à des violences des droits humains, par exemple, ou bien ils peuvent aussi avoir besoin de certains types d'activités pour les aider. Donc maintenant, c'est à vous de jouer sur ce côté-là, de comprendre ces genres de personnes et les impliquer. Donc sur ces points-là, comment vous pouvez, par exemple, faire pour que ces personnes-là puissent être, comment vous pouvez les impliquer
Donc, par exemple, la première des choses aujourd'hui, c'est de les inviter dans vos activités parce que il faut que ces personnes-là soient incluses dans ce que vous faites en termes d'activité. Et aussi, il faut les tendre la main. Aussi, vous devez aller les chercher. Donc, le but aussi, c'est de tendre la main, de les chercher lorsqu'on est leader. On est toujours leader. On doit chercher nos communautés. On doit aussi apprendre davantage sur nos communautés afin aussi afin que eux-mêmes aussi puissent avoir cette facilité, cette accessibilité de venir aussi à vos activités. Donc, c'est-à-dire, vous devez aussi penser à des différents groupes en termes de groupes d'âge, en termes de sexe, et aussi en termes de différents aspects de la diversité et de la vulnérabilité. Donc, vous devez, comme on a évoqué tout à l'heure, dresser une liste de personnes là et toutefois, vous pouvez suivre facilement. Donc, il y a aussi des groupes aussi qui travaillent et aussi qui soutiennent et représentent aussi les personnes handicapées ou vulnérables. Par exemple, il y a des groupes aussi qui travaillent uniquement avec les personnes vulnérables. Vous devez aussi les approcher, connaître leurs besoins et aussi vous pouvez aussi les soutenir. Donc, ici, on va essayer de voir, par exemple, comment nous pouvons aussi connaître leurs besoins et perspectives spécifiques. Vous allez aussi leur demander, vous allez aussi parler, vous les inviter, vous parler en termes de besoins, quels sont leurs besoins, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qui est important, surtout de savoir qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, pas seulement vous les appelez, mais vous leur posez aussi des questions. Qu'est-ce qui est important pour eux et comment comment eux, ils peuvent s'engager avec vous. Donc, vous devez donner leur la parole, laisser-leur s'exprimer sur leurs défis, leurs besoins et leurs idées et aussi leurs solutions. Et aussi, ils ont des solutions qui sont vraiment innovantes et qui peuvent aussi aider à l'évolution de vos activités. Donc, ici aussi, on va essayer de décortiquer un peu sur comment concevoir des activités du projet inclusif et accessible aux plus vulnérables. Excusez-moi. Donc ici, on a parlé tout à l'heure de la participation et de la conception du projet. Ici, on va aussi voir comment pouvons-nous aider les gens à transformer leur vulnérabilité en force. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se sont laissés oublier, ils sont vulnérables, mais quand vous allez vers eux, quand vous leur posez des questions, quand vous les invitez, aujourd'hui, ils se sentent euh, concernés. Ces personnes-là peuvent dire, voilà, on est capable, on a la possibilité aussi nous-mêmes de passer à l'action, nous-mêmes d'utiliser nos compétences et aussi nos talents. Et aussi, nous aussi, nous pouvons être impliqués. Et comme ça pourra aussi vous donner la possibilité de partager leur histoire, de créer un espace qui vous permet d'échanger, de proposer de meilleures recommandations, de proposer de meilleures idées et aussi d'avoir de meilleurs talents. Et surtout sur ce point-là, n'oubliez pas, à documenter ce que vous apprenez afin de pouvoir l'utiliser dans la conception de vos projets pour informer et aussi la description de votre communauté. Donc, c'est important sur ce point-là. Donc, aujourd'hui, donc si vous avez, par exemple, ici, on va passer au slide suivant. Next slide. Donc, avant de passer au slide suivant, donc, s'il vous plaît, si c'est possible, de partager avec nous deux phrases dans les chats pour nous faire savoir quelles sont les vulnérabilités, par exemple, que vous connaissez, surtout dans vos communautés, et ce que vous feriez pour en savoir plus. Donc, il y a deux questions, si vous pouvez le partager dans les chats. Donc, les deux questions, donc, si vous n'avez, vous pouvez le laisser dans les chats. Après, il y aura toujours comment dirais-je, il y aura toujours des personnes qui vont pouvoir répondre. On va répondre dans les chats aussi en même temps.
Donc là, maintenant, on a terminé la première partie. Voilà. Donc maintenant, tout ce que vous avez appris de la cartographie communautaire, de l'analyse de l'arbre à problème et aussi de l'évaluation de la vulnérabilité pourra vous aider à formuler l'énoncé du problème et l'objectif aussi, qui sont généralement requis pour toutes les propositions ou des candidatures à projet, que ce soit avec nous ou avec d'autres organisations. Donc maintenant, on va passer au slide suivant. Next slide. Donc là, maintenant, nous allons interviewer Farida. Donc, pour savoir comment elle a utilisé ces outils pour comprendre sa communauté à Kayaka, Kayakade en Ouganda. Bonjour Farida, si elle nous entend, dites-nous ce que vous avez appris grâce à la cartographie et comment, quelles sont aussi, pardon, les caractéristiques des Kayakade. Hi, Farida. Tell us what you learned through community mapping. What are the main characteristics of Chaka 2? Bonjour, Ibrahim. Chaka 2 is a rural area. It is remote, far from the main roads and the nearby town. 100,000 refugees, bigger than the nearest host community. In the different areas, there are protection houses for people with disabilities or elder people and others, like single mothers who are in critical situations. In Chaka 2, there are 150 churches. Muslims only have 4 mosques. There are many refugee youth groups, but mainly the refugee groups, the leaders are men. Girls and women are not participating so much. The offices of NGOs are very far from many of the zones where people live. Public transport is limited, mainly borders, motorcycles, so it is difficult to move around. Thank you. Alors, Chaka 2 est une zone rurale. Elle est éloignée, loin des routes principales et de la ville voisine. Il y a à peu près 100 000 réfugiés. C'est plus grand que la communauté d'accueil la plus proche. Dans les différentes zones, il existe des maisons de protection pour des personnes handicapées ou âgées et d'autres, comme les mères célibataires qui sont dans des situations de risque et critiques. À Chaka 2, il y a 150 églises. Nous avons aussi des musulmans, seulement 4 mosquées. Il existe de nombreux groupes de jeunes réfugiés, mais principalement les groupes de réfugiés. Donc, ce sont des dirigeants composés d'hommes. Les filles et les femmes ne participent pas tellement. Les bureaux des ONG sont très éloignés de la plupart des zones où vivent des gens. Les transports en commun sont limités, principalement des boda-boda, des mototaxis. Il est donc difficile pour les gens de se déplacer. Merci. J'ai oublié de mentionner, sachez que Farida répond en anglais et il y a une traduction française. La deuxième question, ça sera aussi pour Farida. Lorsque vous avez effectué l'analyse de l'arbre à problème, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Farida, regarding the second question, when did the problem tree analysis, when you did the problem tree analysis, what came to your attention? Child marriage, and the root cause is poverty. Poverty and unemployment in families. The head of family doesn't work. That is the root cause of all the other problems. They can't manage to support their children. Unaccompanied girls see marriage, prostitution as a way to support themselves. It is because parents cannot support to buy books, sanitary pads, and shoes. The impact is terrible. There's a lot of gender-based violence. Often when these girls marry at young age, and they marry a drunkard who is an older guys. Girls who get married and pregnant at a young age often have a lot of complications, and those girls feel uncomfortable. They don't feel like they fit in the community. They don't fit in with the girls, and they don't fit in with the women. They often drop out of schools. Thank you. Donc, la première chose que je vois, c'est le mariage d'enfants.
La cause profonde est la pauvreté. La pauvreté est donc le chômage dans les familles. Le chef de famille ne travaille pas. C'est la cause première de tous les autres problèmes. Ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Les filles non accompagnées voient dans la prostitution un moyen de subvenir à leurs besoins. Et c'est parce que les parents ne peuvent pas supporter d'acheter des livres, des serviettes hygiéniques ou des chaussures. Donc l'impact est terrible. Il y a beaucoup de violences basées sur le genre. Souvent, lorsque ces filles se marient à un jeune âge, elles épousent un ivrogne qui est un homme plus âgé. Les filles qui se marient et sont enceintes à un jeune âge ont souvent beaucoup de complications. Donc, ces filles se sentent mal à l'aise, elles ne sont pas à à leur place dans la communauté. Elles ne cadrent pas avec les autres filles et elles ne cadrent pas avec les autres femmes. Et donc, elles abandonnent souvent l'école aussi. Merci Farida pour ces détails-là. La dernière question, c'est de savoir qu'avez-vous appris de l'évaluation de la vulnérabilité? Si tu peux juste nous parler un peu de cette question. So last question, Farida. What did you learn from the vulnerability assessment? Youth who are living with disability don't get chances. At schools, they have no access to toilets. In classes, there's stairs, and this means they don't get the chance to attend school or trainings. Often they are not invited. It is important to reach them at their homes, to help them to be engaged so they can share their challenges and their special needs. LGBTQI+, they hide themselves. In Uganda, they are not accepting them, so they cannot ask to reach in organizations. In the refugee community, that is the same thing. They have protection issues and they can't get documents. They face harassment, so they keep changing places because they don't feel secure. Thank you, Ibrahim. Donc, les jeunes qui vivent avec un handicap n'ont aucune chance. Dans les écoles, ils n'ont pas accès aux toilettes dans les classes où il y a des escaliers. Cela signifie qu'ils n'ont pas la chance d'aller à l'école ou de suivre une formation. Souvent, ils ne seront pas invités. Il est important de les rejoindre chez eux, de les aider à s'engager afin qu'ils puissent partager leurs défis et leurs besoins particuliers. Les personnes LGBTQI se cachent. En Ouganda, ils ne les acceptent pas et ne peuvent donc demander à joindre aucune organisation. Dans la communauté des réfugiés, c'est la même chose. Ils ont des problèmes de protection. Ils ne peuvent pas obtenir de documents. Ils sont confrontés au harcèlement alors qu'ils continuent de changer de place parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Merci, Ibrahim. Merci Farida d'avoir partagé toutes ces expériences-là avec nous. Et actuellement, on va passer au slide suivant. Next. Donc là, c'est juste, voici à nouveau le cycle du projet. Juste à titre de rappel, nous avons terminé l'étape 1. Et maintenant, on va passer à l'étape 2. On va voir l'étape 2 par la suite, ce qui est la conception du projet. Donc, on va passer au slide suivant. Next. Donc ici, l'étape 2, c'est la conception du projet, définir l'objectif et les résultats escomptés, planifier les activités pour les atteindre. Donc ici, comme je vous ai expliqué, l'important ici, c'est tout d'abord, c'est de réfléchir sur vos objectifs. Par la suite, le deuxième point, c'est comment vous allez planifier vos activités et le troisième point, les résultats auxquels vous avez pensé à atteindre, par exemple. Donc, on va commencer tout d'abord par l'objectif du projet. Donc, ici, c'est tout d'abord de définir et d'expliquer ce que vous essayez de faire. Donc, globalement, pour résoudre certainement le problème, et aussi penser aux causes, d'accord, profondes pour résoudre. Est-ce que votre projet que vous proposez va-t-il résoudre le problème? Mais est-ce que aussi penser votre objectif doit ou décrire aussi en quoi ce projet sera un pas dans la bonne direction?
Donc ici, on va aussi parler un peu sur la réflexion de vos activités parce que chaque problème, certes, vous allez les résoudre à travers des activités et aussi réfléchissez à vos activités. Donc pour les activités, c'est important de penser à un plan d'action et aussi votre groupe aussi doit travailler sur ces points-là pour essayer de progresser vers l'objectif. Donc, ce n'est pas une seule personne, c'est un travail d'équipe. Donc, vous devez concentrer sur l'équipe et aussi sur réfléchir sur les actions que vous souhaiterez mener. Donc, en ce qui concerne les activités de votre projet, peuvent ne pas atteindre pleinement l'objectif, mais elles devraient aussi aider avancer dans la bonne direction. Donc, c'est important de parler ici sur la conception du projet. Donc, ensuite, ce qui est important, c'est de réfléchir aussi et aussi soyez clair sur l'impact que vous espérez avoir en mettant en œuvre vos activités. Donc, c'est-à-dire, ce sont les résultats que vous envisagez. Par exemple, les activités de mise en œuvre peuvent aussi pleinement atteindre l'objectif, mais elles devraient aussi atteindre les résultats que vous avez planifiés. Donc, ce qui est important et aussi un peu, c'est d'être aussi, même si vous n'êtes pas à 100% sur ce que vous avez prévu, mais quand même d'être un peu dans la bonne direction. Donc ici, un peu, raison pour laquelle on a parlé, c'est important par rapport aux activités que vous allez mener, les objectifs et aussi les résultats attendus. Donc, on va passer voir les slides suivants. Next. Donc ici, la conception, ici, on a parlé de définir l'objectif et les résultats escomptés, planifier les activités pour les atteindre. Donc ici, vous devez penser à la cartographie et aussi penser à l'arbre à problème et aussi penser ici à l'inclusion. Donc en réfléchissant aujourd'hui aux activités, aux résultats attendus et à l'objectif, vous devez aussi utiliser, comme on a parlé, l'évaluation, tout ce que vous avez appris en termes de cartographie et aussi analyser les causes profondes, les impacts du problème en évaluant les vulnérabilités aussi. Si vous étudiez tous ces éléments-là, cela vous permettra toutefois d'aborder le problème et d'inclure un groupe diversifié. Donc ça, on va passer au slide suivant. Next. Et sachez que toutefois, vous pouvez mentionner, noter vos commentaires à la fin de la séance. Vous pouvez toutefois le poser ou bien vous pouvez directement le poser dans les chats. Donc ici, on va voir le storyboarding. C'est un outil très important qui vous permet toutefois de travailler aussi, de clarifier vos objectifs et aussi les activités, les résultats que vous avez prévu d'atteindre, ainsi aussi d'expliquer le soutien dont vous avez besoin de la part des autres. Donc, vous pouvez premièrement, comme vous avez à côté, là où on a écrit storyboarding, donc de prendre une feuille, par exemple un papier, et voilà, que ça soit grand format ou petit, l'essentiel de prendre une feuille. Le mieux, c'est d'avoir un grand format si vous travaillez en équipe. Et aussi, vous devez énoncer votre problème en haut. Donc, en haut, vous devez énoncer un problème, que ce soit dans le domaine choisi. Donc, après, vous allez aussi diviser votre feuille en 4 parties. Donc, en 4 parties. Donc, la première partie, vous parlez un peu au niveau de la solution. Et la deuxième partie, par exemple, vous devez penser sur ce que les jeunes réfugiés peuvent faire, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de vous attaquer aux problèmes et à ses causes profondes. Donc, ça, c'est pour la deuxième partie. La troisième partie, vous devez aussi énumérer de quel soutien vous avez besoin et de qui, d'accord, qui pourra vous aider. Cela devrait vous aider à expliquer quel financement, partenariat et ressources
en nature, vous demandez ou en notre partenaire. Après le 4e point, il faut aussi ici mentionner les impacts positifs de ces activités sur le jeune réfugié et cela devrait vous aider à formuler vos résultats. Et surtout, on a ce qui est important avec cet outil-là, et deux fois dans nos activités, on a constaté le mieux, c'est tout d'abord de dessiner. Le mieux, c'est de dessiner. Donc, le dessin, ça explique beaucoup de choses qu'est d'écrire. Et aussi, le dessin vous permet aussi d'utiliser une partie des différents de votre cerveau, par exemple, et aussi vous permet d'être beaucoup plus créatif. Hein. Voilà. Donc, mais vous pouvez aussi dessiner dans les cases que vous avez choisies, parce que vous avez choisi 4 cases, il faut dessiner. Et sur ces points-là, vous n'aurez pas besoin d'être un artiste. Et d'ailleurs, même moi, je ne sais pas dessiner, donc vous ne pouvez pas être un artiste. Mais quand même, vous essayez un peu d'expliquer les solutions, par exemple, voilà, les défis, les besoins, les impacts, vous pouvez les amener à les expliquer dans vos dessins. Donc, par la suite, après, quelles solutions proposez-vous à ces problèmes? Donc, vous pouvez commencer par les défis, après dessiner des solutions, donc ainsi de suite. Mais quand même, le mieux, c'est de respecter cet outil-là et ça vous permettra un peu d'avoir une idée claire afin que vous puissiez formuler déjà le but, hein, d'accord? Donc, ça, c'est un point important. Il faut juste, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. Donc, voilà, comme je vous ai expliqué, cet outil vous permettra toutefois de formuler votre but au sein de vos communautés. Et aussi, vous pouvez le faire, par exemple, avec de jeunes. Vous pouvez proposer des solutions pratiques. Par exemple, vous pouvez aussi aider ces jeunes-là à formuler, même vous aider vous-même pour vos activités de manière aussi à résoudre d'autres besoins supplémentaires. Donc ici, on va parler sur le dessin, comment le financement du projet aidera-t-il, par exemple, de quelle autre, par exemple, aide vous avez besoin, par exemple, ça c'est juste des exemples que je donne. Si par exemple ces solutions ont été mises en œuvre, comment vous pouvez améliorer la vie des jeunes. Donc c'est important de le savoir. Après aussi, ce qui est important, vous devez aussi formuler les résultats. Donc c'est des choses aujourd'hui qui sont vraiment importantes à les savoir. Après, vous devez penser aussi au soutien financier, mais pensez aussi à d'autres choses qui pourraient aider les jeunes à travailler, par exemple de l'espace, une assistance technique, parce que pour certaines, il faut une assistance technique de personnes qui ont d'expérience, peut-être une petite aide matérielle aussi, vous aurez besoin, des annonces, des opportunités à s'engager, etc., en fonction de vos besoins sur le terrain. Donc ici, ça vous permet aussi de pratiquer et de partager et ça vous permet aussi de penser à des solutions, par exemple à des problèmes et aussi les jeunes réfugiés peuvent aussi, par exemple, y remédier. Donc il y a beaucoup d'éléments sur ces points-là donc, que nous avons détaillés. Et j'espère que c'est clair pour vous. Dans le cas contraire, toutefois, vous pouvez poser des questions dans le chat ou attendre jusqu'à la fin, par exemple, de notre session. Donc, next. Donc, cette partie-là, donc, ça vous permet d'identifier et d'utiliser la solution, ce que vous avez trouvé avec l'outil storyboarding, pour vous aider à formuler par exemple, vos objectifs ou bien votre objectif si vous avez un objectif. Et aussi, ça doit aussi être en une ou en deux phrases, par exemple, pour le remplir, par exemple, dans le formulaire. Donc, ici, vous avez le formulaire qui vous permet, vous avez la question, numéro 4. Donc, si vous avez travaillé sur la partie storyboarding, ça vous permet de remplir ces formulaires-là.
Et l'objectif déjà, c'est de, tout d'abord, par exemple, je donne juste un exemple, ça doit être une ou deux phrases. Donc, il ne faut pas aller au-delà de tout ça. Vous pouvez formuler ça sur une ou deux phrases. Je donne juste un exemple, par exemple, au niveau des objectifs. Par exemple, prévenir le mariage prévenir le mariage des enfants et aider, par exemple, les jeunes mères et à être pardon, financées, autonomes, afin qu'elles aussi puissent subvenir à leurs besoins et aussi à ceux de leur famille. Par exemple, en les aidant, en aidant les filles à rester à l'école et acquérir, par exemple, d'autres compétences. Donc, c'est juste un exemple que j'ai donné, mais vous pouvez l'adapter en fonction, par exemple, de vos objectifs dans vos communautés respectives. Donc, next. Donc ici, par exemple, ici, nous avons, par exemple, ici, la question ici, c'est d'identifier, par exemple, ce que les jeunes réfugiés peuvent faire pour aider à progresser vers la solution afin de formuler, par exemple, vos activités. Donc ici, par exemple, ici, on vous demande tout simplement de réfléchir aux actions que vous ou bien votre groupe voulez-vous faire essayer d'atteindre, par exemple, comme objectif, quels sont vos objectifs. Par exemple, les activités de votre projet peuvent ne pas atteindre pleinement l'objectif, comme j'ai énuméré ça tout à l'heure, mais ils peuvent aussi être dans la bonne direction. Donc ça, c'est un peu, on vous demande si vous avez des objectifs, vous pouvez les mentionner, par exemple, sur la question numéro 4. Après, pour le work plan, le tableau où on a mentionné le plan des activités, vous aurez la possibilité de mentionner, par exemple, votre activité, la date à laquelle l'activité pourra, par exemple, si c'est une activité, sur combien de temps, c'est quelle date. C'est un peu un tableau qui vous permet de planifier vos activités à l'avance. On va passer au next slide. Donc ici, on vous demande, pendant que vous, par exemple, que vous réfléchissez aux activités, surtout assurez-vous d'utiliser ce que vous avez appris lors de l'évaluation. Par exemple, vous devez aussi cartographier votre communauté, aussi analyser les problèmes de l'évaluation, de la vulnérabilité de votre communauté. Aussi, on vous demande aussi d'assurer, par exemple, pour la question 8 et 10, d'assurer, par exemple, de rendre les activités accessibles à des différentes personnes ayant des besoins et des capacités diverses. Donc ici, on vous pose la question, comment vous allez mettre en œuvre les activités de manière à promouvoir l'avancement des filles et des femmes et à soutenir l'égalité, par exemple, des sexes. Après, la deuxième question aussi, on vous pose, c'est juste comment votre projet touchera-t-il des jeunes plus marginalisés ou d'autres personnes vulnérables de la communauté et aussi comment vous allez le faire. Donc ça, c'est des questions que vous devez répondre, par exemple sur la partie 8 et 10, donc dans le formulaire que vous avez déjà reçu, je pense, pour certains, et pour d'autres, c'est toujours dans les chats, vous pouvez toutefois les récupérer. Donc après, on va passer au next slide. Donc ici, on vous dit 4, ici, identifier les impacts. Donc ça, c'est la question numéro 6 dans le formulaire. On vous demande d'identifier les impacts positifs des activités pour formuler vos résultats prévus. Donc là, toujours, il va falloir faire référence sur l'étape 4 du storyboarding. Donc, c'est des solutions, par exemple, si c'est des solutions, par exemple, que vous allez mettre en œuvre, et voilà, on vous dit comment, par exemple, vous pouvez le faire. Par exemple, comment vous pouvez changer la vie des jeunes, comment vous pouvez impacter plus de jeunes, comment le projet peut être positif à aider l'avancement de vos objectifs. Donc, par exemple, ici, par exemple, juste un exemple, vous pouvez organiser des matchs de football, par exemple ici, soit 6, soit 4, soit 3,
et de mesurer, par exemple, quel est l'impact de l'organisation de ces matchs-là sur vos communautés. Ici, par exemple, on vous demande de mentionner où, par exemple, ces activités-là auront lieu et est-ce que les jeunes sont-ils, par exemple, lorsque vous organisez des matchs de football, est-ce que les personnes qui se sont rencontrées, est-ce qu'ils ils se sont fait, par exemple, des amis, ils ont connu d'autres personnes, d'autres cultures. Donc, l'objectif, c'est ça, en fait. Et après, y a-t-il aussi des aspects de comment vous avez mis en œuvre des activités qui ont contribué à faciliter la coexistence pacifique? Par exemple, sur le gène, qui ont pu participer, par exemple, sur ceux par exemple, qui vendaient, par exemple, vous pouvez faire diverses activités, que ce soit dans les activités sportives, que ce soit les activités, par exemple, de sensibilisation, que ce soit les activités de danse, tout ce qui est lié à la culture et autres. Et toujours, il faut mesurer l'impact. Quel est l'impact? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est positif pour vos activités que vous avez fait. Par exemple, si vous enseignez à quelqu'un, par exemple, la couture, c'est juste un exemple, le résultat est-il, par exemple, est-il a suivi un cours, par exemple, ou bien après ce que vous avez donné en termes de cours, est-ce que la personne a appris vraiment à coudre les habits, oui ou non? Il faut essayer toujours de voir, quand vous essayez de faire une activité, quel est l'impact, quel est le bénéfice de ce que vous faites, par exemple, en termes d'activité. Par exemple, est-ce que, par exemple, les personnes, par exemple, ont une compétence qu'ils peuvent aussi utiliser pour gagner de l'argent. Donc, toujours, il faut penser, je fais une activité. Est-ce que l'activité que je fais, c'est une activité qui permet à une autre personne d'apprendre et de aussi, à travers ce qu'elle a appris, de gagner aussi un peu d'argent au sein de la communauté. Donc, c'est toujours ça, ça fait partie des impacts et aussi peuvent être gagnés, par exemple, en termes de financement, en termes de leurs besoins personnels, aussi d'aider leur famille. Donc, on va passer au slide suivant. Next. Donc, ici, sur ces slides, il est aussi, on va voir, il est aussi également important de réfléchir et d'expliquer comment vous allez mettre en œuvre vos activités. Par exemple, vous allez utiliser le modèle du projet Green pour noter, parce qu'on vous a envoyé pas mal de modèles pour soumettre à vos activités. Par exemple, les activités ici, les activités à grand format, par exemple, votre emploi du temps ou votre échéancier. Par exemple, vous prévoyez de faire une activité à des dates précises. Est-ce que les dates seront respectées ou pas? C'est les tableaux qui vous permettent carrément d'atteindre facilement, en gros, vos objectifs. Et pour les résultats aussi, c'est important de mentionner pour les résultats, ça vous permet de mesurer vos résultats, vos activités, par exemple, le budget au niveau des coûts, par exemple, les coûts estimés avec des détails aussi. Donc, cela vous permet toutefois de, 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 de travailler sur ces points-là. Après, l'étape numéro 1, c'est tout d'abord noter vos principales activités. Vous devez le noter, par exemple, sur ces tableaux-là. L'étape 1, c'est tout d'abord noter les activités. L'étape 2, pour chaque activité, estimer votre plan de travail ou votre échéancier. Après, quand ferez-vous chaque activité? C'est juste ce que je vous ai expliqué en termes de dates. Vous aurez aussi peut-être besoin d'un plan d'action plus détaillé indiquant dans votre équipe qui fera quoi. Donc ça, c'est en termes de management. Toujours, il faut déléguer les tâches à votre groupe. Certaines personnes doivent jouer des rôles, que ce soit au niveau d'organisation des activités, que ce soit au niveau de préparation et que ce soit au niveau de leadership. Donc, votre groupe doit être structuré et bien organisé. Comme ça vous permettra toutefois d'énumérer tous ces éléments-là. Donc, l'objectif ici, pourquoi on vous a envoyé ces éléments, c'est juste pour, nous avons besoin de voir un aperçu du moment où vous ferez quoi, juste pour être sûr exactement comment vos activités avancent. Voilà. Par exemple,
Et ici, comme je pris l'exemple de match de football, par exemple, vous pouvez organiser le match par semaine, par exemple octobre et novembre. Donc, puis, par exemple, chaque semaine, par exemple, vous avez 3 mois, par exemple, pour ces projets, vous pouvez commencer à organiser, par exemple, pour certaines, une fois, lorsqu'ils obtiennent le projet, ils peuvent organiser par semaine une activité sportive. Et voilà. Après, l'étape 3, ici, c'est les résultats. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici si vous mettez en œuvre l'activité? Donc ici, l'objectif ici, vous devez juste, ça vous permet juste de planifier le 6 matchs que vous prévoyez de le faire. C'est un exemple. Et aussi les organiser, les résultats que vous avez aussi organisés, par exemple, de matchs, combien de personnes sont venues, 80, 100 ou plus. Euh, et, euh, et ces activités-là, donc c'est des activités qui vont être faites par des jeunes et aussi ça pourra aussi, vous pouvez aussi parler des impacts ici sur ce point-là, sur le tableau. Donc c'est important de le remplir. Donc l'étape 3, vous parlez des résultats, des impacts aussi. Donc ça, c'est juste au fait, l'objectif, c'est juste au fait de vous dire, écoutez, nous, on a prévu de faire telle chose. Et voilà, on a juste mentionné et on a réalisé. Donc, toujours pour mesurer cela, c'est à la fin de vos activités, peut-être pour certaines qui vont bénéficier de ces financements, ils vont juste mesurer un peu leurs objectifs et les résultats qu'ils ont attendus. Donc, ça, c'est un peu. Après, l'étape 4 aussi, pour chaque activité, nous devons également voir une liste des dépenses en devises locales. Par exemple, il existe des cases pour 3 activités, mais sur le tableau qu'on vous a envoyé, par exemple, il y a des cases qui sont uniquement pour 3 activités et vous pouvez toutefois augmenter en fonction de vos activités. Donc ça, c'est juste un exemple qu'on vous a envoyé, mais vous pouvez aller au-delà de ces 3 activités. Tout dépend de ce que vous allez le faire. Donc ici, on va passer au slide suivant. Donc ici, ça c'est juste un exemple qui vous montre ici comment vous pouvez le remplir. Donc sur l'application, par exemple, nous vous demandons aussi d'estimer les coûts pour chaque activité avec plus de détails possible. Donc l'essentiel, donc pour chaque activité, vous avez la possibilité de mentionner les coûts. C'est important, ça nous permet d'avoir une visibilité claire. Et comme je vous ai expliqué, donc c'est automatique si vous utilisez sur un ordinateur, mais si vous utilisez sur un PC, donc toujours sur un téléphone portable, ça va pas vous donner le montant exact que vous espérez avoir à la fin. Donc, on va passer au slide suivant. Donc ici, juste, on va aussi passer au slide suivant parce que ça, j'ai expliqué. Next. Donc ici, sur ces slides-là, nous demandons aussi de nombreuses demandes de financement de projets des différents pays. Par exemple, nous attendons, par exemple, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de jeunes à travers le monde qui vont être intéressés, qui vont participer, qui vont, par exemple, postuler pour ces projets-là, pour faire des activités. Donc ici, voilà, comme je vous ai expliqué ici, pour le projet. Donc, avec des activités, donc vous avez 1, 2, 3. Donc, ça, c'est les activités, vous pouvez même le faire plus. Avec aussi, par exemple, vous devez aussi noter au niveau du devise, parce que le devise, ça sera en dollars et on aura la possibilité de voir aussi un document qui nous permet toutefois de, de vous faciliter un peu la conversion. Donc, c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous avons demandé à ce que vous estimez juste le coût détaillé en devises, c'est-à-dire au niveau local, puis, par exemple, de fournir un aperçu des coûts estimés, par exemple, pour chaque activité que vous prévoyez de le faire en devises et aussi en dollars américains. C'est là certainement ça va nous faciliter, par exemple, la tâche. Hein,
pour examiner des différents projets. Donc voilà, je vous mettrai dans les liens, un outil qui vous permet toutefois de convertir, par exemple, qui vous permet de convertir soit en monnaie locale en dollars, soit en dollars vers votre monnaie locale. Donc ça, c'est un peu ça. Donc pour les activités, par exemple, vous avez 500 dollars, vous pouvez postuler pour vos activités, par exemple, si vous commencez, vous pouvez postuler entre 500 jusqu'à 5000 dollars. Ça, ce sont juste, voilà, en fonction de vos besoins, de vos activités. Soit vous pouvez postuler pour 1000 ou 2500 ou 3000, voilà, en fonction. Donc nous, on va analyser tous ces éléments-là, mais vous avez le choix. Tout dépend de ce que vous prévoyez de le faire avec vos communautés. Donc, next slide. Donc voilà, ça c'est le lien que je vous ai envoyé dans le groupe. Si vous mettez par exemple 1 dans la case pour votre devise, vous allez voir le taux. Par exemple, dans ces cas, nous on a choisi le monnaie ougandais qui est le shilling. Donc, vous pouvez, ici, vous allez constater, on a mis un shilling égal à 0,0028 dollars. Donc, ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez aussi utiliser aussi ce nombre pour multiplier, par exemple, fois le coût. Par exemple, vous pouvez aussi mettre le montant total directement et automatiquement, vous aurez le montant souhaité. Donc, voilà, que ce soit 500, 600, 1000 ou 5000, donc ça dépend. Donc, voilà. Et sur cet outil-là, les taux d'échange est mis à jour. Voilà, chaque jour, il y a une mise à jour. Donc, ça, au cas où vous utilisez toujours, c'est à jour. Au niveau des taux, au niveau de la TVA, tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas au cas où vous aurez des difficultés à utiliser ces liens qui vous permettra toutefois de convertir le montant que vous souhaiterez convertir. Donc, on va passer au next. Donc ici, voilà, vous pouvez aussi utiliser ces modèles de budget dans le Google Sheet, par exemple ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un tableau Excel qui est un peu plus détaillé et comprend des formules, par exemple, qui peuvent toutefois calculer automatiquement si vous souhaiterez travailler sur, comme je vous ai expliqué, sur un ordinateur, mais sur le téléphone, ça passe pas. Donc, voilà, ça c'est un peu en général. C'est important de regarder, c'est un tableau qu'on a conçu par l'équipe du Green pour vous faciliter un peu la tâche. Vous avez tous les éléments nécessaires. Vous pouvez juste les remplir en fonction de vos besoins. Et vous pouvez aussi soumettre un budget, par exemple, qui pourra vous expliquer le coût estimé des activités que vous avez planifiées. Et aussi, vous pouvez utiliser l'un de ces modèles ou voilà, un grand format. Donc, même une photo d'un plan de travail ou d'un budget écrit à la main, voilà, vous sachez que c'est acceptable. Tout dépend de ce qui vous semble facile. Mais c'est juste nous, ce qu'on fait, c'est pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez aussi remplir avec plus d'aisance vos activités et soumettre votre demande de budget. Next. Donc ici, on va parler un peu on va réfléchir un peu sur tout ce qui est risque. Donc, et aussi la manière dont vous allez aussi gérer, voilà, et noter dans le cadre de votre demande de projet. Donc, premièrement, on va parler un peu des activités. Donc, voilà. Donc, le risque sur la manière dont les activités sont mises en œuvre, d'accord? Donc ici, par exemple, on vous demande juste de penser aux activités que vous avez prévues. Donc, si vous avez prévu quelque chose, il faut penser à cela. Donc, après, le plan de travail, le calendrier, par exemple, quels sont les risques, par exemple, auxquels vous pourrez être confronté, par exemple, en termes de comment les activités sont mises en œuvre. Est-ce qu'il y a-t-il, par exemple, on vous demande ici, on vous pose des questions juste pour essayer de vous mettre dans le bain. Est-ce qu'il y a-t-il des risques en termes de protection pour le participant, par exemple, surtout la protection de l'enfant. Donc, lorsque vous planifiez à faire une activité, toujours mesurer qu'est-ce que peut entraver ces activités-là afin que vous puissiez atteindre vos objectifs.
Après, il y a aussi des enjeux logistiques en termes de transport pour certaines, par exemple, et aussi en termes de connectivité, il faut penser à cela. Donc, c'est très important de penser lorsque vous faites vous planifiez vos activités. Il faut aussi prendre en compte les risques que vous pouvez avoir. Donc après, sur le plan des travail aussi, en termes de risques, par exemple, des calendriers, des réalisations des activités comme prévu, est-ce que vous avez, c'est important de travailler avec le plan qu'on vous a envoyé parce que ça vous permet au moins d'atteindre vos objectifs sur ce point-là. Après, en termes de budget, il faut aussi bien réfléchir sur la question du budget. Est-ce que le budget, il faut des fois vous planifier un budget et une fois le fonds envoyé, vous allez constater comme quoi la planification que vous avez fait, c'est insuffisant par rapport à vos besoins, c'est-à-dire vos difficultés. Et aussi, sur comment vous allez recevoir le fonds, il faut penser aussi, heureusement, nous, on a la possibilité aujourd'hui de vous aider soit par virement direct, soit par Western Union. Vous aurez la possibilité, toutefois, si pour certains qui ont bénéficié de la première séance, tout est détaillé là-bas. Donc, surtout, on vous demande ici, par exemple, de faire une liste des risques auxquels vos activités peuvent ne pas atteindre l'objectif. Donc, de mentionner cela, une fois vous mentionnez, et vous allez réfléchir sur comment, par exemple, comment vous allez essayer de déjouer ces risques-là. On va passer next slide. Donc, voilà. Donc, ça vous permet toutefois les risques qu'on a vus, vous permet, si vous arrivez à définir les risques auxquels vos projets peuvent être pas mis en œuvre, vous pouvez toutefois mentionner ces informations-là sur le formulaire. Donc, la question 13 et 14. Donc, ça parle uniquement des risques. Vous pouvez toutefois mentionner sur ces parties-là. Donc, après, on va passer au slide suivant. Next. Donc, ici, j'aimerais à nouveau poser quelques questions à Farida. Voilà. Donc, ça sera toujours comme tout à l'heure. Les questions seront posées en français. Farida va répondre en anglais. Il y aura une traduction en français. Donc, voilà. Donc, ma question à Farida est celle de savoir si elle peut nous dire comment elle a développé ses objectifs. Donc, ça, c'est la question numéro 1. So Farida, can you tell us about how you develop your aims? After we talk to child mothers and we understand their needs, our aim is to help them to gain skills so they can earn income and be self-sufficient. Donc, après avoir parlé aux mères d'enfants et compris leurs besoins, notre objectif est de les aider à acquérir des compétences afin qu'ils puissent gagner un revenu et être autonomes. Merci Farida. Donc, comme vous le voyez sur la première photo, c'est un peu ce que Farida fait chez elle avec son organisation d'Avision. Après, on va passer à la deuxième question. Qu'en est-il des activités et un plan de travail, par exemple, Farida? Ça, c'est la question. Si tu peux donner un peu plus de détails sur les activités et le plan de travail. So Farida, in regards to the second question, how did you develop activities and your work plan? I work with my team to come up with short-term and long-term activities. We write it all down. And what we are going to do in 1 month, over 2 months, or long-term activities that we need to work towards for 1 year. As an example, a short-term activity might be teaching a group of child mothers how to make soap, and it is a 1-day training session. A person on the team will identify the participants, for example, a group of 20 child mothers, and then plan what chemical we need for 20 people to make soap. We make a project schedule, who will do what and when. The expected result is for them to learn to make soap, for them to sell, but also to keep themselves and their children, their houses clean. This makes them feel good about themselves. Then we think we should add more activities. Do we add sanitary pads to help them maintain their hygiene? And then they can be a role model to other child mothers. Training on tailoring and hairdressing is a long-term
we need to organize training session over 8 months or 1 year. We cannot stop there. Some child mothers want to go back to school. We have to go to school to talk to them and help them out. Alors, donc, je travaille avec mon équipe pour proposer des activités à court et à long terme. Nous écrivons tout, donc ce que nous allons faire en 1 mois, sur 2 mois, ou des activités à plus long terme sur lesquelles nous devons travailler pendant 1 an. Donc, par exemple, une activité à court terme pourrait être d'enseigner à un groupe d'enfants mères comment fabriquer du savon. Donc, il s'agit d'une formation d'une journée. Une personne de l'équipe identifiera les participants, par exemple un groupe de 20 enfants mères, puis planifiera les produits chimiques dont nous avons besoin pour que 20 personnes fabriquent du savon. Donc, nous établissons un calendrier de projet, donc qui va faire quoi, quand et comment. Donc, le résultat attendu est qu'elles apprennent à fabriquer du savon, qu'elles vendent, mais aussi qu'elles se gardent leurs enfants et leur maison, qu'elles puissent garder leurs enfants et leur maison propre. Donc, cela les fait se sentir bien dans leur peau. Ensuite, nous pensons que nous devrions ajouter plus d'activités aussi. Donc, ajoutons-nous des serviettes hygiéniques pour les aider à maintenir leur hygiène. Ensuite, elles peuvent être un modèle pour d'autres enfants mères. Et donc, la formation en couture, par exemple, ou en coiffure est à plus long terme. Donc, nous devons organiser des sessions de formation qui sont plutôt sur 8 mois à 1 an. Donc, on ne peut pas s'arrêter là. Certaines mères enfants veulent retourner à l'école et donc nous devons aller à l'école pour leur parler et les aider. Donc, voilà. Merci. Merci Farida pour tous ces éléments. Une dernière question. Donc, à quel risque faites-vous face à lorsque vous faites, vous organisez vos activités et comment vous essayez de gérer ces risques-là? Parce que vous avez, je vis, vous avez fait plusieurs activités, certainement, il y avait des risques. Et comment vous avez fait pour éviter tous ces risques-là? So what about risks? What risks do you face and how do you deal with them? We discuss risks. The big risk is about the budget. Everyone writes to us saying that they want to learn, but there's not a lot of money to buy materials. If we go beyond our budget, we are at risk. It is not good, and it is better to always keep some money. Another big risk is our expectations. Sometimes what we provide is not what they are expecting. They are expecting a lot, but we have a little. We give them time and transport and help with facilitation to help keep them moving. Yes, thank you, Ibrahim. Donc, nous discutons des risques. Le gros risque concerne souvent le budget. Donc, tout le monde nous écrit en disant qu'ils veulent apprendre, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour acheter du matériel. Et si nous dépassons le budget, nous courons un risque. Donc, ce n'est pas bon. Il vaut mieux toujours garder de l'argent. Un autre grand risque est l'attente. Donc, parfois, ce que nous fournissons n'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent beaucoup, mais nous en avons peu. Donc, on leur donne du temps et des moyens de transport et puis on les aide avec la facilitation pour les aider à continuer de bouger. Merci, Ibrahim. Merci beaucoup, Farida, pour toutes ces informations, ces expériences partagées avec nous. Comme vous le voyez, Farida travaille sur les activités, il a planifié et sachez qu'elle a atteint ses objectifs. Donc, c'est des photos aujourd'hui qui expliquent un peu ce que Farida faisait. Donc, on va passer au slide suivant. Next. Donc, on est arrivé à la fin de la séance. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, levez la main et posez vos questions. On sera là pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez toutefois les poser en levant la main et on va vous donner la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Assadek. Bonsoir, Assadek. Oui, bonsoir. Parfait. OK. Bon, en fait,
comme vous le savez, les réfugiés maliens en Mauritanie sont dans deux parties de la Mauritanie. Il y a d'autres qui habitent dans un camp de réfugiés qu'on appelle le camp de Mbara. Cet camp est à la frontière entre la Mauritanie et le Mali et il y a plus de 60 000 réfugiés qui vivent dans ce camp. Et tous ces réfugiés sont des ressortissants du Mali. Mais à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, 1400 km de camp d'Embara, il y a aussi des réfugiés, c'est-à-dire qui sont à Nouakchott. Mais ces réfugiés ne sont pas tous généralement des Maliens. Il y a des Centrafricains, il y a des Irakiens, des Syriens. Il y a en fait plusieurs des réfugiés qui viennent de plusieurs pays différents. Donc maintenant, la question que j'aimerais me poser est que est-ce qu'on peut faire des propositions, c'est-à-dire une proposition spéciale pour les réfugiés qui sont en Bara, les réfugiés maliens, et faire aussi une autre proposition pour les réfugiés qui sont en Nouakchott, vu que tous ces réfugiés-là ne sont pas du même pays. Une proposition pour les réfugiés d'Embara, une proposition pour les réfugiés qui sont en Nouakchott et qui viennent de différents pays. Donc, c'est ça ma question. Merci à Sadek pour cette question-là. Juste, j'aimerais juste expliquer un peu, clarifier. Même si aujourd'hui vous êtes dans un camp et que vous travaillez sur plusieurs activités, par exemple, d'autres sur l'éducation, d'autres sur la santé, toutes ces personnes-là, ils ont la possibilité de postuler. Mais vous ne pouvez pas postuler uniquement pour tout un camp ou tout. Pas une seule demande. Ils peuvent postuler en fonction de leur groupe. S'ils ont des groupes, par exemple, qui travaillent sur le concept de genre, s'ils ont des groupes qui travaillent, par exemple, sur la santé, s'ils ont des groupes qui travaillent sur la gestion des camps, par exemple. Donc, tous ces groupes-là, ils ont la possibilité, que ça soit 5, 6, 7 ou même au-delà, ils travaillent, par exemple, pour des thématiques différentes, ils peuvent postuler. Mais ce n'est pas limité seulement, par exemple, pour un pays, on doit absolument, ou un camp, on doit absolument postuler pour une ou deux demandes. Donc, vous pouvez postuler en fonction. Il faut juste mobiliser les jeunes, il faut juste partager les informations pour l'appel à projet. Et comme ça, eux, ils peuvent aussi soutenir. S'ils sont, par exemple, s'ils ont des documents, par exemple, des documents si leur organisation, je voulais dire, est enregistrée au sein des autorités, ils peuvent le faire. Si leurs organisations, par exemple, ne sont pas enregistrées aussi, ils peuvent toutefois postuler. Donc, c'est possible de postuler pour les deux communautés. Ok, merci beaucoup, Ibrahim, pour cette clarification. Parce que moi, j'ai pensé que on ne peut pas postuler, c'est-à-dire des fois, quand nous sommes dans un même pays, c'est-à-dire tous ces réfugiés-là sont sur le territoire mauritanien, mais ils sont dans des endroits séparés. Donc, si je comprends bien votre réponse, vous avez bien dit qu'on peut faire des propositions différentes. Proposition pour les camps d'Embara et une autre pour Nouakchott. Et même Effectivement, vous pouvez. Ok. Et même si nous ne sommes pas légalement enregistrés, comme il y a un groupe de jeunes qui viennent juste de finir leurs études universitaires et qui ont des idées et des projets pour but d'aider leur communauté, ils peuvent prendre part de ces projets. Effectivement, juste pour clarifier, parce qu'il faut que ces jeunes-là, tout d'abord, soient des jeunes réfugiés. Donc, il faut que le HCR, ils ont un document du HCR et c'est des jeunes réfugiés. Deuxième des choses, c'est pas obligatoirement l'organisation doit être enregistrée auprès des autorités sur place. Donc, si
c'est enregistré, c'est bien. Si ce n'est pas enregistré, ils ont aussi la possibilité de... je ne sais pas si tu as assisté sur la session précédente, parce que sur la session précédente, il y avait tous les détails nécessaires par rapport à l'appel à projet, les critères bien définis, on a bien défini, mais sache une chose, quel que soit le nombre de communautés déjà qui existent, que ce soit dans les cas dans les camps d'Embara ou autres, ils peuvent toutefois faire une demande. Donc, je donne juste un exemple. Donc, par exemple, si vous avez deux groupes qui sont dans les camps et qui travaillent sur le même thématique, par exemple, sur la santé, ils ont la possibilité de se réunir pour former une équipe et de postuler aussi. Donc, c'est juste au fait, voilà, on ne peut pas sélectionner deux thématiques par région, c'est juste que s'ils ont plusieurs thématiques, ils peuvent aussi, par exemple, s'ils travaillent, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, sur le côté éducation, ils peuvent se réunir pour faire leur demande. Mais tout en précisant, ces deux groupes qui sont réunis et qui ont fait leur demande. Entre-temps, j'ai juste une question. Est-ce que tu es déjà dans le groupe WhatsApp qu'on a créé? Oui, oui, je suis dans les groupes que vous avez créés. Green. Parfait, parfait. Donc, dans le groupe, parce qu'on a un groupe aussi francophone et un groupe aussi anglophone, mais toutefois, je pourrais, si tu as des questions, tu peux laisser tes questions dans le chat et toutefois, je pourrais revenir vers toi pour donner plus de détails au cas où si tu as besoin d'autres compléments d'information. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Donc maintenant, je vais donner la parole à Mounir. Voilà, juste pour s'il a des questions. Mounir, tu es là, tu nous entends? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bon, en fait, je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire, que le bon Dieu nous facilite les tâches et que les choses se passent comme nous voulons vraiment. Donc, je voudrais un peu parler de notre situation ici à Khartoum, puisque j'ai tout compris, les choses sont claires. Bon, j'aimerais juste vous éclaircir les choses de Khartoum concernant le projet qu'on va monter, Inch'Allah. Vous m'écoutez, j'espère. Oui, vas-y, on t'écoute, Saddam, tu peux parler. D'accord. Bon, en fait, nous, ici à Khartoum, on est différent par rapport aux autres pays. D'ailleurs, que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de droit de l'homme et c'est un pays de la discrimination. Donc, pas seulement sur les réfugiés, mais plutôt sur la majorité des étrangers qui sont là. Donc, la façon dont ils sont en train de traiter les étrangers, c'est différent. Donc, nous, les réfugiés, donc, on a mobilisé, on a essayé parce qu'on a vu il n'y a rien du tout dans la santé, l'éducation, aide sociale, dans tout, il n'y a rien. Donc, l'HCR et le corps commission de protection pour les réfugiés qui ont enregistré les réfugiés, ils n'ont rien fait. Donc, les réfugiés se sont abandonnés, se sont jetés. Donc, c'est comme si on vous a donné que de papier. Nous n'avons même pas des statuts de réfugiés. Et vous n'avez pas la liberté d'expression. Vous pouvez ni réclamer, vous pouvez ni demander votre droit. Donc, comme le réfugié, on est habitué à ça. Et dès que vous imposez, on met des gens derrière vous. Soit on vous emprisonne, soit on vous crée de quelque chose. Ouais, maman, on vous crée des choses. Donc, nous, on a essayé de mobiliser les jeunes pour leur faire preuve que non, ça ne va pas se passer comme ça. Et alhamdoulilah, nous, les jeunes réfugiés africains, on s'est mobilisés de 6 pays. Il y a la République centrafricaine, le Congo, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Sud-Soudan et le Burundi. Donc, on s'est mobilisés vraiment pour réfléchir ensemble de voir comment nous pouvons sortir dans cette crise et dans cette situation. Parce que dans tout est bloqué, les enfants ne sont pas scolarisés. Un, et deux, même les jeunes et les enfants
ils ont perdu leur base, comme vous avez parlé la fois passée dans des problématiques. Donc, il y a la majorité telle que la Centrafrique. Nous venons d'un pays francophone, or que le Soudan est un pays anglo-arabophone. Donc, au début, déjà, nos enfants ont perdu leur base. Donc, ils se sont ni scolarisés dans des écoles arabes, ni dans des écoles anglophones. Un. De deux, et ces des enfants-là sont des enfants qui ont déjà le français, et pour apprendre l'arabe, c'est difficile. Et pour avoir la langue française aussi, c'est pas facile. Donc, eux, ils ont déjà perdu leur base. Et concernant la santé, donc, comment fait-il que vous êtes réfugié dans un pays dont vous ne savez pas le pays? Vous êtes malade, vous partez vous-même à l'hôpital, vous se faites soigner et après vous venez. Si on vous a donné, par exemple, 2, 3, 4 médicaments et c'est plus cher, on ne vous donne pas. On vous dit d'acheter d'abord et après vous allez amener la Russie, comme ça on va vous rembourser. Et on ne vous rembourse même pas. Donc, c'est partout cette voie-là qu'on s'est mobilisé vraiment pour avoir des solutions. Donc, on a fait beaucoup de choses. Donc, nous sommes unis. On a essayé de contacter le Genève, ça n'a pas pu. On a contacté l'inspecteur général des Nations Unies aussi. Rien n'a été changé. Ils ont dit seulement de retourner voir les gens de UNHCR. Et notre grand problème, c'est quoi? C'est de la financement. Et parce que nous voulons vraiment faire des choses, surtout actuellement, donc il y a certains réfugiés qui se sont vraiment épuisés parce que avant le Covid, il y a le crise déjà au Soudan, la chute de l'ex-président Omar al-Béchir qui a bouleversé un peu le pays. Et deux encore, le Covid. Donc, vous savez, ici, les gens se débrouillent par eux-mêmes. Donc, chacun travaille journalier pour survivre avec ses enfants. Donc, tout a été bloqué et les réfugiés se sont retrouvés vraiment dans des conditions difficiles. Et le plus pire encore, le Covid et le confinement qui a été confiné 4 mois. Donc, avant ça, il y a l'argent qui a été décaissé. Filippo Grandi avait décaissé pour soutenir le Covid à Khartoum, Soudan. Et ils n'ont pas vraiment aidé les réfugiés. Donc, les réfugiés se sont sortis pour aller mobiliser devant le UNHCR pour demander que nous allons bientôt au confinement. On va nous confiner 4 mois. Comment nous pouvons vivre? Nous sommes des réfugiés qui sont à la capitale Khartoum et nous vivons dans des maisons de location. Et vous savez, au Soudan, ici, quand vous ne payez pas la loyer, 2 jours seulement, on vous met dehors, surtout vous êtes étranger. Donc, il y a les réfugiés qui se sont vraiment sortis dans leur maison parce qu'ils n'ont pas pu payer. On les a jetés dehors. Ils se sont mobilisés devant leur ambassade qui est UNHCR. Et le plus pire encore, ils ont ordonné la police soudanaise à 1h du matin de venir déloger les réfugiés par la force. Ils ont délogé les réfugiés par la force. Ils se sont jetés dans un terrain vague, vide derrière le stade olympique de Khartoum qui est derrière le marché de Sini à Marcas. C'est un terrain qui est vide et ce terrain-là, c'est un terrain qui n'est pas vraiment sécurisé. Donc, c'est un endroit des ordures. Il y a le saleté partout et ils sont là jusqu'à présent. Donc, on a essayé vraiment de faire des choses pour sortir dans cette crise, mais on n'a pas pu. Donc, vraiment, nous voulons vraiment la question c'est quoi? Est-ce que, par rapport à vous, est-ce que vous pouvez vraiment contacter, par exemple, ou soit parler de ces situations au niveau de la communauté internationale, soit au Genève, de revoir la situation des réfugiés ici à Khartoum. Et de deux, encore le plus pur, ici, quand nous voulons demander aux organismes internationaux de nous aider, à chaque fois, eux, ils refusent. Ils disent que vous êtes au-dessus de UNHCR. Donc, il fallait que tout ce qui va venir, ça va passer par UNHCR. Donc, par exemple, si on a monté ce budget et on a eu, est-ce que vous allez envoyer ça par UNHCR ou par nous direct? Parce que nous savons que tout ce qui a été donné pour les réfugiés n'auront pas ça. Donc, le plus pur, vous voyez, il y a des produits des réfugiés qu'on a envoyés. Eux, ils distribuent ça aux Soudanais ici. Ils changent les sacs et les cartons, des produits, de l'huile, du sucre et tout. Ils changent dans les cartons et dans des sacs de UNHCR.
il le met dans le simple carton et il donne. Et nous vivons dans un pays où ils ont fait de cartes par le certificat de nationalité. Vous voulez acheter du gaz, il faut que vous avez cette carte. Vous voulez acheter du pain, il faut que vous avez cette carte. Sinon, le pain, c'est à 5 SDG. Vous êtes étranger, vous allez acheter à 20 SDG. Le bouteille de gaz, c'est à 1000 SDG. Vous êtes étranger, vous allez acheter à 5000 SDG. Et vous êtes étranger, vous n'avez pas vraiment l'accès à avoir cette carte parce que cette carte a été faite au nombre de la famille et juste pour les Soudanais. Donc, voilà un peu de choses que je peux vous dire parce que je ne peux pas tout parler et prendre du temps. Donc, voilà ce que j'ai pour vous dire et les deux questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mounir, pour ces témoignages qui touchants. Ça nous touche nous tous en tant que réfugiés, en tant que leaders. Et voilà, nous pensons toujours à ce que les personnes réfugiées puissent eux-mêmes aussi penser à prendre leur vie en main. Et juste pour répondre à ta question, sache que si vous postulez pour ces projets, c'est un projet voilà, le financement sera, au cas où vous obtenez le projet, le financement sera vous envoyer directement pour votre organisation, mais ça ne va pas passer par un autre canal. Ça, c'est la chose que j'aimerais partager avec toi. Et l'objectif aujourd'hui de cette session-là, c'est juste de vous donner des outils, de vous montrer comme vous-même, en tant que groupe ou en tant qu'organisation, vous pouvez changer votre situation dans laquelle où vous vivez. Donc, c'est à travers les documents qu'on a envoyés, vous allez, s'il vous plaît, renseigner toutes les difficultés ou bien les défis auxquels vous constatez que vous vivez dans vos communautés. Vous devez mentionner ça et vous devez inviter vos communautés, répondre à des questions qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, nous, on est un réseau mondial de jeunes. On essaie d'être auprès de nos communautés, d'écouter un peu leurs besoins et de les aider à résoudre les problématiques. C'est sûr, aujourd'hui, si on commence à citer des problèmes, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut focaliser sur les problèmes qui sont essentiels afin que vous puissiez résoudre, donc à moyen terme, à long terme et à court terme, à moyen et à long terme. Et sachez qu'aujourd'hui, le but même de la création de ces réseaux-là, c'est d'assister nos communautés partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe ou en Océanie. Donc, on est là, on est à l'écoute, on doit travailler, on aide notre communauté. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de vous informer, de travailler sur le document qui vous a été envoyé, de postuler pour l'appel à projet et de donner un peu les détails sur les informations. Elisabeth, je ne sais pas si tu peux traduire ou bien... Non, je suis désolée, je n'ai pas pris de notes. Ok. Après, je vais partager ça avec l'équipe. J'ai pris quelques notes, c'est pas grave. Voilà. Aziz, est-ce que tu as une question? Oui, vas-y, Aziz, tu as la parole. Si tu as des questions, n'hésite pas, des questions ou des commentaires. Aziz, tu peux activer ton micro. Hein. Est-ce que tu as... Oui, c'est bon. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Bon, ok. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aziz.
Ma question est la suivante, c'est au niveau du projet. Est-ce que pour pouvoir participer à l'appel de projet, il faut être une association ou un groupe de réfugiés? Ça, c'est ma première question. Est-ce que au niveau des critères, comme M. Ibrahim vient de détailler, parce que je pense, moi simple avis, une association, les données d'une association est un peu différent des données d'un groupe de réfugiés. Est-ce que ces deux groupes-là, doivent suivre le même trajet? Allô? Oui, Aziz, on t'écoute. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que pour un groupe de réfugiés et une association, les critères sont les mêmes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pardon, est de savoir si au niveau d'un pays, plusieurs groupes ou plusieurs associations peuvent postuler en même temps. Merci Aziz pour tes questions. Donc la première, c'est de savoir si ce sont les mêmes procédures pour le groupe des jeunes ou pour les associations. Effectivement, ce sont les mêmes procédures. Donc qu'on a envoyé, les groupes des jeunes peuvent par exemple postuler, comme les associations aussi des jeunes réfugiés peuvent aussi postuler. Donc il n'y a pas de distinction sur ce côté-là. Donc c'est juste qu'il faut spécifier lorsque vous remplissez votre demande comme quoi vous êtes un groupe de jeunes et que vous n'êtes pas enregistré. Même les associations qui ne sont pas enregistrées auprès des autorités locales, ils peuvent aussi postuler. Après, pour la deuxième question, par rapport au... Tu avais la deuxième question, c'était pour les groupes de jeunes, s'ils ont, par exemple, s'ils exercent les mêmes activités, c'est ça, si je comprends bien la question? Oui. En fait, pour les activités, supposons aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de jeunes, par exemple. Plusieurs groupes de jeunes peuvent postuler dans un pays. Par exemple, ils peuvent travailler dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art, dans le domaine sportif, dans le domaine de l'éducation. Mais ici, sur ce point-là, si c'est 10, 15, 2, 3, ils peuvent toutefois postuler. On n'a pas limité de critères pour le nombre de postulants par pays ou bien par ville. Ici, ce qui est important, c'est que, par exemple, dans un camp ou dans un pays ou dans un continent ou une ville, par exemple, on a la possibilité, par exemple, de choisir par thématique. Donc, si vous êtes sûr que vous êtes deux groupes de jeunes et que vous travaillez sur le même thématique, vous pouvez s'associer pour postuler, pour faire une demande. Dans le cas contraire, si vous êtes deux groupes de jeunes et que vous travaillez sur une thématique de l'éducation, par exemple, et que vous postulez deux demandes, sachez que l'une des deux demandes va être retenue, mais tout dépend des problématiques que vous posez. Donc, je vous invite carrément à regarder un peu les critères qu'on avait précisés, soit dans le chat, soit dans notre site Internet ou dans le groupe WhatsApp. Donc, il y a toutes les informations nécessaires qui vous permettra toutefois de postuler. Mais sachez qu'on n'a pas précisé on n'a pas fait la différence. Vous pouvez postuler comme organisation, comme une association ou bien comme un groupe de jeunes. C'est juste pour un peu faciliter tout ce qui est restrictions administratives. Donc, raison pour laquelle on a quand même donné aussi la chance à tout le monde. On sait que certains groupes ont des idées beaucoup plus innovantes, de créativité et ils peuvent toutefois faciliter pour postuler. Ok, merci, M. Ibrahim. Il n'y a pas de souci, je t'en prie, Aziz. Donc, next slide.